Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, une opération de visite médicale pour les pensionnés de la Caisse nationale de sécurité sociale et de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires. Ces deux structures ont mutualisé leurs forces pour permettre aux personnes du troisième âge de mieux se porter. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont dormi pour la première fois depuis plusieurs mois hors de la prison aux Pays-Bas. Ils ont bénéficié d'une libération sous conditions qui continue de susciter pas mal de débats. L'invité du journal est le chef du service suivi et évaluation du PNJT2, dont la dernière phase s'est achevée en fin décembre, suivi d'un colloque pour un partage et capitalisation d'expérience. M. Dominique Zongo viendra nous en parler. Tout d'abord, lancement d'une opération de visite médicale au profit des personnes âgées. Deux structures que sont la CNSS et la CARFO ont mutualisé leurs forces pour permettre à leurs pensionnés de bénéficier de cette opération. Au bout du compte, elle devrait permettre aux personnes du troisième âge de diagnostiquer de façon précoce les éventuelles maladies et de les prendre en charge. Reportage Pascal Canet. L'épouse du président du Faso met décédé un jour au CMA de Pissi. La première dame lance ainsi la visite annuelle gratuite au profit des pensionnaires de la Caisse nationale de sécurité sociale et de la Caisse autonome des retraites des fonctionnaires. Pendant 6 mois, les retraités et les personnes du troisième âge affiliées à la Caisse sont invités à contrôler leur état de santé. Le délai de 3 mois préalablement retenu comportait beaucoup d'inconvénients. Je crois qu'en allongeant la période de visite médicale, elle permet à chaque comité régional de mieux s'organiser et d'accueillir les retraités pendant toute cette période. Notre objectif, c'est de faire en sorte à ce que l'action que nous déployons soit de plus en plus efficace et apporte des réponses satisfaisantes aux attentes des personnes dont on est du troisième âge, en tenant compte de nos moyens et de nos possibilités qui ne sont pas toujours extensibles. Vous savez qu'en application du programme du président du Faso, nos deux caisses se sont engagées dans d'autres initiatives pour accompagner le gouvernement dans l'atteinte de ses objectifs relativement à cette catégorie de citoyens. Pour l'épouse du président du Faso, il est important de maintenir ces personnes pétries d'expérience en bonne santé afin qu'elles puissent contribuer toujours au progrès du Burkina Faso, et cette visite médicale est d'une importance capitale. Toutes ces personnes constituent, à mon sens, un capital important d'expérience dont nous pouvons profiter pour parfaire nos pratiques actuelles. C'est la raison pour laquelle il me semble très important de veiller à ce que ces personnes retraitées, conjoints survivants de retraités, soient toujours en bonne santé et donc à même de pouvoir continuer à participer au développement économique et social de notre pays. Au cours de cette campagne, chaque pensionnaire pourra réaliser entre autres une visite clinique avec un médecin, des examens de dépistage du cancer du sein, du col de l'utérus ou de la prostate. La rentrée RTB dans la région du Centre-Est nous donne l'occasion de nous intéresser aux activités du poste de contrôle juxtaposé de Cinquancé qui a été implanté en 2010 pour assurer la fluidité du trafic transfrontalier entre le Burkina et le Togo. 9 ans après, ce PCJ est devenu un bel exemple d'intégration et de développement de l'économie locale. Plus de 700 véhicules passent par ce poste de Cinquancé sans perdre beaucoup de temps. Idrissa Ouarga, Moumouni Soubega. Situés à la frontière entre le Burkina Faso et le Togo, les PCJ, les postes de contrôle juxtaposés de Cinquancé, sont une initiative de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ces PCJ constituent l'un des aspects du programme régional de facilitation des transports routiers de l'UEMOA et de la CEDEAO. Sur le site, on retrouve la police, la gendarmerie, la santé, les services de l'environnement et les douanes des deux pays. Toutes les marchandises qui quittent le port de Lomé pour la desserte des pays de l'Interland, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, passent principalement par le bureau de douane de Cinquancé. Donc il s'agit pour nous, l'arrivée des marchandises au niveau du bureau, de prendre en charge les marchandises et de veiller à ce que
qu'ils soient mis en transit pour les bureaux intérieurs, pour ce qui concerne les marchandises qui sont destinées au Burkina Faso, et la mise en transit pour les marchandises, pour les bureaux de sortie pour les autres pays, savoir donc le Niger et le Mali principalement. Au-delà de ces aspects, nous avons aussi le recouvrement des recettes, le dédouanement des marchandises dans la limite des compétences du bureau. Les PCJ sont placés sous l'administration de la société Scanning System, l'opérateur chargé de la gestion de la plateforme. Le poste dispose d'un scanner pour les conteneurs, d'un PSEC pour le contrôle des surcharges et d'un système informatique qui centralise les données. Environ 700 véhicules transitent par ces postes chaque jour. Il a pour but d'assurer l'harmonisation, la simplification et l'automatisation des procédures de dédouanement et autres formalités. Les documents sont transmis d'administration à administration et comme vous le savez, la raison d'être même de ce PCJ-là, c'est de faire en sorte qu'il y ait une fluidité, il y ait une accélération dans le transit des marchandises. Donc il y a une parfaite collaboration entre nous et les collègues du Togo, de sorte à pouvoir évacuer rapidement, de faire à pouvoir accélérer le mouvement des marchandises pour qu'il y ait vraiment une vraie fluidité. Au-delà de la facilitation de la libre circulation des personnes et des biens, les PCJ constituent un facteur de promotion de l'intégration et de l'économie sous-régionale. Depuis leur mise en place en 2010, des petits commerces se sont vite développés. Les vendeurs ambulants et autres commerçants de deux pays se côtoient à longueur de journée. Plus de 5 milliards de francs CFA de recettes sont mobilisés chaque année par les services des douanes au poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancé. L'autre gros bénéficiaire de ces PCJ est la commune de Saint-Cancé. Les taxes de stationnement des gros engins et autres retombées contribuent à améliorer les recettes fiscales de la commune. Faire de Bobo Dioulasso un marché de gros des produits frais de la zone UEMOA. Nouvelle vision des autorités burkinabè. Ainsi, une étude de faisabilité a été lancée hier à SIA pour atteindre cet objectif. Une étude entièrement financée par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA qui devrait lancer dans 3 mois cet ambitieux projet. Kassou Milogo, Rachid Savadgo à Bobo. Bobo Dioulasso, un marché de gros des produits frais pour la zone UEMOA. C'est la vision qui réunit ici toutes ces personnalités de la région des Hauts-Bassins et partenaires techniques et financiers pour une étude de faisabilité. Le développement économique de la ville dépend de l'environnement qui entoure, c'est-à-dire des autres collectivités. Je veux parler des régions de l'Ouest ici, mais également des différentes communes. Mais aujourd'hui, avec ce projet, nous allons sur toute la zone UEMOA, ce qui veut dire que les potentialités de cette ville en termes de développement économique sont réelles et à tous les niveaux, les acteurs sont conscients de cela. Et je pense que tout ce qui est fait comme étude aujourd'hui, ça va nous permettre quand même d'aller un peu plus vite pour le développement, non seulement de la ville et sa région, mais comme je l'ai dit, de tout le pays. Le projet est du président du Faso et vise à redonner à Bobo Dioulasso son statut de capitale économique du Burkina. Ce projet a pour but, comme l'a indiqué le maire tout à l'heure, non seulement de booster l'économie dans la zone ouest, parce qu'il y a des potentialités ici, permettre également à d'autres régions du Burkina, à d'autres pays de la sous-région, de pouvoir venir déposer ici des produits frais qui vont bénéficier non seulement au Burkinabé, mais également à d'autres pays. Mais c'est également une opportunité pour le chef de l'État de développer les infrastructures de transport interpays pour désenclaver Bobo Dioulasso, qui va devenir le pays d'où partiront des fret vers les pays d'Afrique. La durée de l'étude de faisabilité du projet Bobo Dioulasso, marché de gros des produits frais pour la zone UEMOA, est prévue pour 3 mois maximum. Le projet sera entièrement financé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le programme de croissance économique dans le secteur de l'agriculture se réjouit des résultats atteints en 2018. Ainsi, 23 PME-PMI ont été financés grâce au PCESA qui a facilité des prêts d'environ 3 milliards 40 millions de francs CFA et formé 200 acteurs du secteur. Tous ces chiffres ont été livrés hier à l'assistance à l'occasion de la session du comité de pilotage. Idrissa Warga, Tanga Kafando.
Réunis à la première session du comité de revue du programme budgétaire et soutien, les acteurs du PCESA, le programme de croissance économique dans le secteur agricole, vont apprécier 2 documents. Il s'agit du rapport d'activité de l'année 2018 et le plan de travail et le budget de l'année 2019. Il ressort de ces documents que le PCESA, en 2018, a financé, en collaboration avec les banques partenaires, 23 PME-PMI, facilité des prêts à hauteur de 3,4 milliards de francs CFA, élaboré des normes et des référentiels, formé 238 acteurs et réalisé 32 infrastructures, ce qui lui donne un taux d'exécution de 72%. En 2019, le PCESA envisage développer des projets, renforcer des compétences des acteurs, diffuser des normes et référentiels techniques de certification, réaliser de nouvelles infrastructures. Et ce sont 15,63 milliards de francs CFA qui seront mobilisés pour financer ces activités. Les 93,6% du budget seront soutenus par l'Union européenne à travers la DANIDA, l'agence danoise de développement. 3 phases, dont la dernière s'est achevée le 31 décembre dernier, ont marqué le programme national de gestion des terroirs, PNGT 2. La dernière phase était consacrée au renforcement des capacités des communautés rurales et des structures décentralisées pour la mise en œuvre des plans locaux de développement qui favorisent la gestion des terres et des ressources naturelles et les investissements rentables au niveau des communes. Après cette dernière phase, un colloque s'est tenu les 28 et 29 janvier dernier pour capitaliser et partager les expériences. Pour nous en parler, nous recevons le chef de service suivi et évaluation du PNGT 2, M. Dominique Zongo. Bonjour, M. Zongo. Bonjour, M. Bazier. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, le PNGT 2 et toutes ces phases qui ont commencé depuis 2002 jusqu'à 2018 s'est achevé. Est-ce que vous pouvez tirer un bilan de ce programme national de gestion des terroirs? Merci, M. Bazier. Alors, avant d'arriver directement aux résultats, je voulais rappeler un peu le contexte dans lequel le PNGT a été mis en œuvre. Il faut souligner qu'en 2002, lorsque le programme démarrait, nous étions dans une situation où, au niveau du pays, nous avions la décentralisation, mais exclusivement des collectivités, des communes urbaines. En milieu rural, nous n'avions pas encore la décentralisation. Et le Burkina, à travers notre constitution adoptée en 1991, avait déjà fait l'option d'aller vers la décentralisation intégrale pour beaucoup plus d'efficience et d'efficacité dans la mise en œuvre des politiques de développement. D'où les communes rurales. D'où les communes rurales. Alors, c'est dans ce sens que les grands défis que nous avions, c'était d'abord d'avoir la décentralisation en milieu rural, mais nous avions également que, si vous savez qu'en milieu rural, plus de 80% de la population vit de l'agriculture, de l'élevage et j'en passe. Et tout ceci est basé sur les ressources naturelles, mais malheureusement, nous avions une tendance à la dégradation des ressources naturelles. Ceci constituait un gros défi. Et corrélé à cette dégradation des ressources naturelles, nous avions également la question foncière, qui était une problématique essentielle pour non seulement la paix sociale, mais également booster la production agro-silvo-pastorale. Nous avions, à côté de ces éléments, un besoin de renforcement des capacités pour aller vers la décentralisation. Alors, comme vous l'avez cité tout à l'heure, les objectifs du PNGT, c'était entre autres de préparer le lit de l'avènement de la décentralisation en milieu rural. Alors, avec cet effort... Donc, intéresser tout le monde, il y a les acteurs locaux du développement, il y a les agriculteurs, il y a les éleveurs, il y a même les défenseurs de l'environnement. Tout le monde s'est retrouvé dans ce PNGT 2. Exactement. Alors, ce qui a pu être fait concrètement sur le terrain, c'est que, en plus de ce que vous venez de citer tout à l'heure, qui ont bénéficié d'un gros travail de renforcement de capacités techniques pour améliorer la production agro-silvopastorale, il y a eu un travail qui a été fait en matière de sécurisation foncière, qui a consisté d'abord à tester la mise en œuvre de la RAF qui a été adoptée sous la Révolution, qui marchait, qui était bien appliquée en ville, mais en milieu rural, elle était très faiblement pratiquée. On a demandé au PNGT de tester sa mise en œuvre. Cela a été fait, mais on est arrivé à la conclusion qu'il vaut mieux réorienter carrément la politique foncière, et cela a conduit à l'élaboration d'une nouvelle politique nationale de sécurisation foncière et l'écriture d'une nouvelle loi sur le foncier rural. Et plus tard, aujourd'hui, nous en sommes à la mise en œuvre
de cette politique nationale et de la loi. Ça, c'est du point de vue de la sécurisation foncière. Concernant la décentralisation, au moment où le PNGT se mettait en œuvre, il n'y avait seulement que des villages et le PNGT a expérimenté un certain nombre d'outils. L'un des outils, c'est le mécanisme de financement de la décentralisation des collectivités locales qui a été mis au point. Également, la méthode de planification locale, parce qu'on voulait transférer les responsabilités, c'est-à-dire responsabiliser les collectivités, les populations rurales vis-à-vis de leur développement. Et pour le faire, il faut qu'elles sachent planifier, il faut qu'elles sachent mettre en œuvre, il faut qu'on trouve un bon mécanisme de financement et également qu'on puisse les former pour que tout ce mécanisme soit pris en compte. Ce qui a été fait. Et également, derrière ces actes de renforcement de capacité, il y a eu un financement de beaucoup de micro-projets qui ont visé principalement l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau potable, qui était vraiment de gros problèmes en milieu rural, la production agro-silvo-pastorale et j'en passe. La protection des ressources l'environnement et tout. Exact. La protection de l'environnement pour lequel il y a eu un important travail qui a été fait pour permettre aux gens de protéger les berges, pour permettre aux gens d'améliorer la fertilité des sols, pour permettre donc aux producteurs d'utiliser des techniques nouvelles et appropriées pour une meilleure productivité, mais qui dégradent de moins en moins l'environnement. Alors donc de 2002 à 2018, le PNGT2 a contribué, en tout cas à donner un peu plus, de la liberté aux producteurs, aux éleveurs, aux acteurs locaux, en tout cas tous ceux qui œuvrent à la sécurisation foncière, de pouvoir travailler sur le terrain. Vous avez pu partager tous ces résultats au cours d'un colloque. Qu'est-ce qu'on retient de ce colloque? Alors, de ce colloque, on peut retenir que, premièrement, nous avons l'exercice de redevabilité a été fait. Nous avons rendu compte au peuple et à l'État burkinabé et à ses partenaires qui ont confié au PNGT des ressources à gérer. Nous avons rendu compte de ce qui a été fait de ces ressources-là. Ça, c'est le premier aspect. Mais le second aspect, c'est que nous avons tiré un certain nombre d'enseignements de la mise en œuvre du programme et ensemble regarder qu'est-ce qui reste à faire. Alors, ce qui reste à faire, c'est que collectivement, l'ensemble des participants ont reconnu la pertinence du programme. Ils ont tous apprécié la qualité et la quantité des résultats qui ont été atteints et également leurs impacts sur les conditions de vie des populations en milieu rural. Ils ont tous également souhaité que ce mode et cette démarche d'accompagnement du développement soit capitalisé d'abord pour être mieux connu, mais également qu'il soit poursuivi. Peut-être que le développement, c'est un processus itératif. Il faut toujours améliorer les mécanismes, mais en tout cas, il faut poursuivre. Ce qui veut dire qu'en filigrane, on passe déjà à une quatrième phase du PNGT2, M. Zongo. Nous avons rendu compte à qui de droit et nous pensons que la décision de poursuivre appartient à l'autorité, mais à écouter leurs interventions. Je pense que la volonté d'aller de l'avant dans l'accompagnement des collectivités territoriales est toujours présente. Maintenant, il reste les modalités pratiques à discuter avec les différents partenaires techniques et financiers. Alors, au jour d'aujourd'hui, 2 février 2019, que devient donc ce programme? Est-ce qu'il a cessé carrément de fonctionner ou bien, en tout cas, il achève quelques chantiers qui n'ont pas encore été complètement achevés? Tous les chantiers sont censés avoir été achevés au 31 décembre 2018 et le programme il est clôturé. Maintenant, il reste une équipe très légère pour évacuer les dernières instances, notamment procéder à l'élaboration du rapport de clôture, payer les prestataires ou les fournisseurs qui ont eu à faire du travail pour le PNGT et qui n'ont pas encore été payés. Et c'est l'essentiel de ce qui reste. Et il y avait aussi le colloque à organiser pour partager les résultats.
Merci beaucoup, M. Dominique Zongo, venu nous parler ce midi donc, de la dernière phase du PNGT 2 qui a été sanctionné par un colloque qui a réuni les 28 et 29 janvier dernier à Ouagadougou. Pas mal de sommités pour capitaliser, partager les expériences de ce beau programme qui a été jugé très pertinent. La grogne dans l'enseignement se poursuit avec cette manifestation des enseignants du WE. Hier, ils ont organisé une marche dans les rues de Bobo-Dioulasso pour réclamer justice après l'agression dont ont été victimes des enseignants de l'école de Faraka. La marche s'est achevée devant le gouvernorat où leur exigence consignée a été remise aux autorités régionales. Betty Bienaon, Mireille Carole Tougma. C'est une marche de soutien des enseignants à leurs collègues agressés par un parent d'élève à l'école Farakan A de Bobo-Dioulasso. Partis de la dite école, les marcheurs rallient le gouvernorat de la ville où le secrétaire général de la région des Hauts-Bassins reçoit leurs doléances. Ce qui a motivé, c'est l'agression que nous avons subi nos collègues. Donc c'est pour dire non à tout ça et demander à ce que justice soit rendue et permettre à ce qu'au niveau de l'éducation, la quiétude revienne pour qu'on puisse travailler. Nous n'allons pas pardonner ce genre d'actes-là. C'est arrivé. Ceux-là qui ont commis ces actes seront sanctionnés à la hauteur de leur faute. Et dorénavant, toute personne, en tout cas qui se permettrait d'avoir ce genre de comportement, nous n'allons pas hésiter, en tout cas à sanctionner à la hauteur de la faute de l'intéressé. Dans cette mobilisation, les enseignants sont accompagnés par des élèves et parents d'élèves venus marquer leur soutien. Je dirais plutôt aux parents d'élèves de considérer les enseignants comme leurs frères. Pour quelle qu'en soit la situation, il ne faut pas qu'un parent d'élève va lever sa main sur un enseignant. Cette marche a regroupé la communauté éducative du préscolaire, du primaire et du secondaire, qui pour l'occasion a également réclamé de meilleures conditions de vie et de travail. Nous venons d'apprendre que la coordination nationale des syndicats de l'éducation suspend son mot d'ordre de boycott des évaluations à partir de demain 3 février pour une durée de 2 mois. Une décision prise afin d'entamer les discussions qui commencent demain dans un esprit apaisé. En rappel, la coordination avait lancé ce mot d'ordre le 3 décembre 2018 afin d'obtenir un statut véritablement valorisant pour les personnels de l'éducation et de la recherche. Le Grand Prix d'Afrique aura lieu demain, 3 février, à l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est une compétition de course de chevaux à l'initiative du Burkina depuis les années 90. Aujourd'hui, elle regroupe plusieurs paris mutuels urbains d'Afrique. À cette occasion, le directeur général de la LONAB adresse un mot à l'ensemble des parieurs burkinabés. Il est au micro de Urbain Benito Somé et d'Adama Koulibaly. Le Grand Prix d'Afrique, c'est une concrétisation d'une initiative qui a été prise par le Burkina Faso dans les années 93, où nous avons suggéré d'organiser le prix du Burkina. Suite au succès retentissant qu'a eu le prix du Burkina, beaucoup de pays africains ont organisé le PME, ont sollicité à avoir aussi des prix. Et par la suite, comme le Grand Prix se déroule en France, les organisateurs de courses en France ont sollicité qu'au lieu de faire pays par pays, on puisse se retrouver tous les pays africains ensemble pour faire un prix d'Afrique. C'est vrai que les activités officielles, c'est le séminaire, c'est la course, mais en marge, il y a des rencontres professionnelles entre les fournisseurs du secteur des jeux, de hasard, notamment dans les paris hippiques. Et il y a des échanges en marge entre les différents responsables des PME africains. Le Grand Prix d'Afrique aura lieu le dimanche 3 février au niveau de l'hippodrome de Vincennes. Ce sera un atelier. Nous offrons la chance à nos parieurs qu'à cette occasion du Grand Prix de l'Afrique, plusieurs parieurs tentent leur chance et qu'ils mémorisent ce Grand Prix d'Afrique par des gains que nous espérons seront substantiels pour marquer le coup. J'appelle donc l'ensemble des parieurs à adhérer à ce Grand Prix d'Afrique.
Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont sortis hier de prison et remis aux autorités néerlandaises. Les deux hommes ont été libérés sous condition par la chambre d'appel de la CPI. Une libération sous condition qui ne dit pas quelle direction devraient prendre les deux hommes les prochains jours, comme l'exige la procureure de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale a libéré sous condition vendredi l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ex-ministre Charles Blé Goudé. Les deux hommes avaient été acquittés il y a plus de 2 semaines de crimes contre l'humanité commis en 2010 et 2011 lors de violences post-électorales en Côte d'Ivoire. Aux abords de la cour de La Haye, les partisans de l'ancien président ivoirien ont laissé éclater leur joie. Les juges ont décidé à l'unanimité de les libérer avec une obligation. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devront résider dans un État membre de la Cour pénale internationale en attendant un éventuel procès en appel. Dans les faits, Laurent Gbagbo pourrait retourner en Côte d'Ivoire car son pays est membre de la Cour pénale internationale. Mais les juges pourraient refuser ce retour car la Côte d'Ivoire a déjà refusé de livrer des personnes à la CPI. L'un des derniers exemples en date est Simone Gbagbo, l'épouse de l'ex-chef d'État ivoirien. Voilà, c'est un nœud gordien. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.